Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle causerie des meneurs. On va passer 1 heure ensemble pour parler d'un sujet aussi stratégique qu'urgent. Est-ce que Paris 2024 peut vraiment changer la donne pour les entreprises françaises du sport? Certains en doutaient, pourtant on a montré pendant les JO qu'on savait faire tech, infrastructure, service, coordination. Ce qu'on n'a pas encore prouvé, c'est si on peut transformer l'essai. La vraie question, c'est donc pas est-ce qu'on a brillé à Paris, mais bien est-ce qu'on peut exister ailleurs sur la durée. Aujourd'hui, on parle donc opportunités concrètes, marché prioritaire, freins et leviers, stratégie de visibilité et dynamique collective. Autour de la table, 3 profils, 3 terrains d'action. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Cécile Tardieu. Bonjour Marie-Cécile. Vous êtes directrice générale déléguée chez Business France. Vous aidez les entreprises à exporter, mais vous travaillez aussi sur l'attractivité de la France, avec notamment Choose France, dont on a pu entendre parler. Grégory Six est également avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes Head of Sport and Events Live chez Orange, responsable sport et live event chez Orange. Votre métier, c'est de fournir des solutions à tous les produits sport et de l'événementiel. Vous avez notamment travaillé au contrôle d'accès des JO, les accréditations sur les chantiers. Bertrand Picard est également avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour Thomas. Vous êtes le CEO de Natural Grass, pardon, vous êtes leader en Europe de la construction et de la maintenance des pelouses à haut niveau. Vous avez breveté une techno, les pelouses hybrides. On pourra découvrir le champ des possibles sur le terrain international cette fois-ci. On va éviter les monologues, hein, on n'est pas dans une table ronde, mais dans une discussion. Vous pouvez vous interrompre, réagir, compléter, voire même contredire. On va commencer tout simplement par une question que je vous poserai à chacun. Est-ce que les JO ont changé la donne pour vous? Quels sont les apprentissages respectifs de cette ère JO Paris 2024? Je commence allez, avec vous, Marie-Cécile. Les JO ont été une expérience réussie, comme vous l'avez très bien dit, et ont ouvert la France sur le monde. Les entreprises françaises ont à la fois montré leur capacité à délivrer dans les temps, et aussi on a, pendant les JO, démontré de très grandes innovations technologiques. Ça a commencé avec le village olympique, tout ce que la Solidéo a pu mettre en place en termes de protection de l'environnement, de tout ce qui est développement durable dans les matériaux, dans la gestion de l'eau. Donc déjà, on a, avec le concept de géo durable, soutenable, on a passé un message sur la capacité de la France à organiser des événements qui puissent permettre d'avoir une vision soutenable de l'activité économique. Ensuite, technologiquement, on a présenté les meilleures innovations, à la fois par des JO qui ont été extrêmement inclus dans la ville, très accessible. Et on a pu aussi montrer que le collectif France peut fonctionner. Donc je pense que les JO nous ont donné vis-à-vis du monde et pour les entreprises françaises une carte à jouer. Donc effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment d'autres grands événements sportifs ou d'autres grands événements, parce que vous avez bien sûr aussi des expositions universelles ou des grandes séquences qui vont pouvoir se tenir à l'international, qui pourraient faire appel en fait, aux entreprises et aux technologies qu'on a montrées pendant les JO. Donc oui, ça a été une vitrine pour la France, ça a été une vitrine pour les entreprises françaises, pour l'organisation des événements, et nous devons aujourd'hui collectivement voir comment capitaliser là-dessus. Tu as dit on a des cartes à jouer. Les cartes en main chez Sport and Live Event chez Orange, c'est quoi aujourd'hui? Nous, on a eu la chance de participer, à cette grande fête, en prenant en termes de responsabilité, tout le contrôle accès, des billets spectateurs et hospitalité et puis aussi, la gestion des accréditations pour les chantiers, liés, aux JO. Donc pour nous, c'était un vrai défi, comme pour tous les autres, notamment d'un passage à l'échelle parce que, on est déjà expert de ces métiers-là. Mais, c'était un événement qui a nul autre pareil. C'est un volume et une intensité, inédits pour nos équipes et nos solutions. Donc ça a nécessité qu'on passe à l'échelle, qu'on se mette, en ordre de marche, avec des composantes et une complexité, nouveaux. Et c'est avant tout ça l'héritage qu'on cherche à mettre en avant, donc c'est-à-dire, pas du tout, mais on en reparlera, essayer de vendre un souvenir merveilleux, mais plutôt, des savoir-faire et des solutions qui ont été augmentées, grâce à un événement majeur.
Même question pour toi, Bertrand. Alors, tu n'as pas réinventé la techno, Non. elle existait. Comment tu as vécu ces jeux? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi le bilan? Et ce qu'il y a à en tirer pour demain? Nous, c'est un cas un peu particulier parce on avait déjà une très grosse part de marché du marché français. Et puis, ça a été des jeux assez sobres en investissement. Il y a eu très peu de stades qui ont été construits, ce qui était d'ailleurs plutôt bien. On a réutilisé des infrastructures anciennes, notamment celles qui avaient été construites pour l'Euro 2016. Mm. Donc nous, on équipait déjà ces stades et pendant les Jeux, finalement, il y a eu une vitrine de nos pelouses à la télé qui ont été un peu l'écrin des matchs de rugby à 7, de foot. Donc je dirais ce qu'on en tire, nous, essentiellement, c'est la réussite de ces Jeux, la beauté des images, notamment de Paris, de la France. Ça participe à la marque France qu'on vend à l'export. Quand on vend notre entreprise, on vend une entreprise française et un savoir-faire français. Et comme on est dans un domaine un peu particulier, presque un peu du luxe, du très haut de gamme, eh bien, la France est associée à ce type de prestations et ça nous sert. Donc sur le narratif, effectivement, Voilà. c'est cohérent. Si on reste sur les innovations, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau pendant ces JO? Tu commençais à l'évoquer, Marie-Cécile, qui est potentiellement un vrai asset par rapport à des concurrents internationaux. Je pense qu'il faut aussi se replacer dans le temps long et voir que avant, il y a eu les JO de Tokyo qui se sont faits finalement sans public et que nos JO ont été les JO d'une renaissance. Et donc, on a à la fois des ruptures technologiques qui sont liées à ce que on vit aujourd'hui, notamment en termes de connectivité, d'expérience fan, de façon de vivre les événements sportifs, et au fait que c'était le plus grand événement populaire après finalement une phase de longue abstinence de ces grands événements. Donc, on a eu, je pense, avec ces JO, des ruptures technologiques. Et nous, on a vu un certain nombre d'entreprises présentes qui offraient des expériences de pouvoir, par exemple, regarder sur des écrans, y compris pour des personnes malvoyantes, le match, pouvoir écouter aussi des commentaires en live par des différentes solutions qui ont été présentées. Donc je crois qu'il y a vraiment une nouvelle phase qui s'ouvre pour ces JO et notamment du fait qu'on n'avait pas eu dans les années précédentes d'aussi grands événements. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lier ces JO avec les prochains qui seront à Los Angeles, une ville qui est déjà extrêmement connectée, qui a déjà énormément d'innovations présentes, pour voir comment l'expérience fan, l'expérience y compris des équipes, la préparation intègre ces nouvelles technologies. Ensuite, on a eu d'énormes enjeux de sécurité. Sécurité, bien sûr, physique, mais aussi sécurité numérique. C'est des JO qui se sont déroulés dans un environnement international qui était Complexe. radicalement différent des années précédentes. Donc on a fait et on a prouvé qu'on savait protéger en fait toutes les installations numériques. Ça aussi, c'est une énorme innovation et ça ne va que devoir, à mon avis, se conforter dans les années qui viennent. Donc, on a aujourd'hui des technologies, je pense, qui ont été éprouvées, mais qui vont être encore plus développées à l'avenir. Enfin, je pense que pour Orange, c'était crucial. Ouais, complètement. Alors, c'était pas nous directement, mais nos cousins de la maison mère. On se rappelle tous des images au Grand Palais avec pas mal de monde qui suivait Léon Marchand sur son mobile. Donc, le fait d'avoir eu un opérateur unique et puis une belle capacité 5G a permis de développer ce type d'usage. Et puis nous, ce qu'on a observé spécifiquement sur notre métier, c'est aussi tout ce qui touche à la billetterie. Alors, ce n'était pas nous directement, mais en lien avec les partenaires du groupement et puis les équipes de Paris 2024, il y a eu ces billets dans le wallet avec les codes barres sécurisés et qui ont permis aussi de savoir qui était le porteur final du billet et d'assurer à la fois performance, expérience spectateur et puis sécurité. On va parler de l'avenir. Oui, vas-y. Précise Bertrand. l'entreprise dont Marie-Cécile a parlé, qui permet aux malvoyants, aux aveugles, de quand même suivre le match, s'appelle Touch2See. Ouais. C'est une très très belle entreprise dans laquelle j'ai investi, donc Ah. je me permets de faire un peu. C'est important de le préciser. Alors, on va parler de l'avenir et des nouveaux terrains de jeu à l'explorer, mais si on reste sur le constat et l'état des lieux, pourquoi l'international, c'est
plus qu'un choix, mais une question de survie. Mmh. À un moment, le marché reste limité, donc il y a la France, après il y a potentiellement l'Europe, puis après il y a le reste du monde. J'aimerais bien vous entendre là-dessus sur la taille de marché, parce qu'on reste quand même sur un secteur qui en soi est un secteur niche, De avec niche, des hein. solutions qui souvent, elles aussi, peuvent être niches. Et donc, à un moment, si on veut rayonner et avoir des leviers de croissance, le terrain de jeu est forcément mondial. Ouais, peut-être je démarre du Ouais. coup. Vas-y, vas-y. Effectivement, on est sur une niche et pour le coup, nous, on est sur la niche de la niche. C'est-à-dire que la France, ça reste un terrain de jeu très limité. C'est-à-dire qu'il y a 18 clubs de Ligue 1, 14 clubs de rugby au plus haut niveau. En tout cas, nous aussi, on est positionné sur des offres assez premium. Et c'est vrai que le nombre de clients potentiels sur notre marché, il reste limité. Donc, on Donc, a même si vous les avez tous, pour faire ouais, on a simple, un ça ne certain suffira leadership pas. marché, Ouais. mais effectivement, c'est un peu le concept de la vache à lait. C'est-à-dire qu'à force d'avoir gagné les plus belles références, mais aussi des plus modestes et qu'on adore tout autant, le marché, la vache à lait se tarit. Voilà, c'est pas très joli, mais c'est factuel. Et la problématique qu'on peut avoir, mais qui est pas spécifique à notre marché du sport, c'est que l'Europe n'est pas non plus un terrain de jeu évident. Il n'y a pas Pourquoi? d'homogénéité Ouais. dans les pratiques, c'est-à-dire que à part une monnaie unique qui nous réunit, on fait face à des réglementations différentes, des façons de faire différentes, des cultures différentes, des langues différentes, et on n'a pas ce levier immédiat. L'Europe devrait être un marché nominal pour nous, on devrait raisonner d'abord européen Mhm. avant de raisonner purement français, comme le font les Américains avec un grand terrain de jeu, ou les Chinois avec une population énorme, et nous, on n'a pas ce levier-là. Voilà. Donc l'international, pour conclure sur ma prise de parole, c'est que c'est une nécessité, c'est vital en fait. Le terrain de jeu français ne suffit pas. Bertrand, je te vois réagir parce que c'est pareil, hein, Ouais, ouais. vous concernant, le nombre de terrains n'est pas exponentiel non plus. Non, c'est ça. Et puis, nous, on a un métier, donc encore une fois, c'est une niche, donc l'export est fondamental. Et on a un métier, on prend des contrats de maintenance, donc qui nécessite d'avoir du personnel. Et à partir du moment où vous avez du personnel localement dans des pays européens, vous êtes obligé d'avoir une entreprise, une filiale européenne. Et là, ça devient un vrai parcours du combattant en Europe, parce que en Espagne, en Belgique, en Allemagne ou en Italie, l'incorporation se fait de manière différente, avec un droit local qui est différent, une administration compliquée, une administration fiscale très compliquée. Juste au lancement de notre filiale espagnole, par exemple, on a eu de la TVA bloquée parce qu'entre pays, c'était pas les mêmes règles. Bon. Donc ça complexifie la vie des entrepreneurs. Et je sais qu'il y a un programme aujourd'hui qui est en cours d'études au Du Parlement européen. 28e État. Voilà, du Ouais. 28e État, donc qui serait de donner la possibilité d'avoir un statut d'entreprise européenne Mm. avec des règles communes dans tous les pays et qui permettrait véritablement à une entreprise d'avoir un marché à la taille du marché européen qui est un des plus gros marchés de consommation au monde. Donc ça transformerait le destin, je pense, des PME, des ETI françaises. En tout cas, ça Européenne. simplifierait à bien des égards un grand nombre de sujets. Reste qu'ensuite, point par point, les réglementations, et je pense notamment quand on parle de billetterie, en France, on a la CNIL. Je ne sais pas si une entreprise européenne demain ne sera pas confrontée encore, et c'est normal, à des réglementations différentes. qui seront quand même un peu différentes d'un pays à l'autre, mais ça simplifierait effectivement. Ça simplifierait la vie. Alors moi, j'ai pu, pendant le Covid, voir quand même l'intérêt d'avoir pour une entreprise française la possibilité de traverser les frontières pour faire des opérations de construction, cette fois, sans problème, parce que pendant le Covid, c'était impossible d'avoir du transport maritime. Nous, on a la chance d'avoir nos usines en France, donc on pouvait produire nos matériaux et aller travailler en Espagne, en Italie, sans aucun problème. Donc, il y a quand même déjà, tu parlais de l'euro, il y a quand même cette possibilité aussi pour les entreprises de traverser les frontières qui est très bonne. Mais voilà, il y a quand même l'étape administrative. En fait, on ne se rend pas compte à quel point pour les entrepreneurs, la gestion des CERFA, des normes, etc., c'est un casse-tête pas possible et il y a une destruction de valeur qui est monumentale. Oui, alors Pas grand-chose, en fait. je ne sais pas si on est capable de mesurer le nombre d'entrepreneurs qui, du coup, se freinent à aller à l'international. Je ne sais pas si on a des stats là-dessus, mais On en a tout cas, c'est les ralentis.
On a besoin que les entrepreneurs pensent immédiatement à l'international pour leur développement, ce qui n'est pas nécessairement un réflexe en France. On a un vrai besoin de développer la culture de l'international dans les entreprises françaises. Alors, sans doute, il y a des freins qu'il faut réussir à lever. Mais l'international, et c'est vrai souvent l'international proche, hein, nous on le voit, Business France accompagne les entreprises françaises qui désirent exporter. Le premier international peut-être les pays frontaliers et ça permet de se faire un peu les dents pour apprendre l'international. Mais très clairement, si on parle de la nécessité d'aller à l'international, elle est réelle parce que on peut avoir un certain nombre d'innovations, on peut penser avoir de bonnes idées, mais il faut très vite les confronter sur les marchés internationaux parce qu'on le voit bien, sur un certain nombre de développements, on a énormément de concurrents qui sont déjà potentiellement en place. Donc il faut vraiment tout de suite passer à l'échelle et encore plus dans le domaine du sport, comme on l'évoquait, le nombre de marchés cibles est quand même pas totalement énorme puisqu'il y a de grands événements qui vont se dérouler sur lesquels il faut commencer à se positionner. Donc le réflexe de l'international, c'est une première chose. Ensuite, il faut être accompagné. On y reviendra, je pense, là. Comment réussir à l'international, comment travailler, nous, collectivement, France, pour que les entreprises réussissent, c'est un autre sujet. Mais déjà, avoir cette première envie de se projeter à l'international et d'aller connaître les opportunités à l'international. Vas-y, surtout dans le sport. C'est-à-dire que une des grandes forces du sport, le défaut c'est que c'est peut-être niche, mais une des grandes forces c'est que c'est un langage commun. Si vous êtes dans le métier de l'édition, vous éditez des livres en français, votre marché il est limité. Mais si vous êtes dans le sport, vous avez un marché qui est mondialisé depuis très longtemps et avec des règles communes, des enjeux communs. Moi par exemple pour les pelouses, toutes les pelouses de match FIFA se jouent sur hybride. Donc, je peux aller dans le monde entier dès qu'il y a un match FIFA organisé. Les problématiques sont les mêmes. Ouais. Donc, les jeunes entreprises dans le sport, il faut qu'elles soient tout de suite avec une obsession, dès maintenant, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'aller à l'international, c'est certain. On va parler ensuite des grands événements qui arrivent. Et une question peut-être toute bête que je me pose, c'est qu'on a eu beaucoup d'entreprises françaises qui ont été portées par les JO Paris. Quand on parle demain des JO de Los Angeles, est-ce qu'on n'a pas aussi une préférence pour des boîtes US quand on est sur les JO à LA, une préférence à Tokyo, enfin des entreprises japonaises quand on est sur un grand événement à Tokyo? Et donc ma question, c'est comment nous, on arrive vraiment à faire valoir qu'on a des atouts et qu'on l'a fait très récemment. Je ne me projette pas sur la notion de préférence des entreprises. Oui, les événements sportifs ont chacun leurs propres normes et leur propre calendrier pour pouvoir lancer les appels d'offres. Vous avez des clauses qui sont spécifiques au pays. On sait déjà sur Los Angeles qu'il y a notamment des clauses à la fois de contenu local et aussi des spécificités qui sont liées à la façon dont les États américains peuvent concevoir la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, notamment la diversité au sein des entreprises. Donc on sait déjà que ces clauses de diversité qui vont être incluses dans les appels d'offres doivent être prises en considération. C'est pour ça qu'il faut très rapidement s'informer sur les conditions d'exécution des contrats. Il faut aller à la recherche d'informations et peut-être ou nouer des partenariats avec des acteurs locaux ou s'implanter provisoirement pour pouvoir servir ces marchés. Donc il y a un travail de compréhension des marchés. Avoir réussi les JO en France ne veut pas dire qu'on peut arriver chevalier blanc et expliquer la vie à des futurs devient les seuls experts d'ordre de parce Jeux Olympiques. que Ce serait arrogant. ils auront à la fois leurs propres attentes. Il y a une nécessité aussi de tenir compte du contexte local. Vous ne faites pas la même chose à Paris et à Los Angeles. On sera dans 4 ans. Qui peut prévoir l'évolution technologique dans 4 ans? Donc il y a très certainement des atouts qu'auront les acteurs locaux. Mais, comme je le disais, on a une carte à jouer parce qu'avoir des références et avoir pu montrer qu'on sait gérer ou qu'on a pu relever les défis
du passage à l'échelle, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, c'est quand même une preuve. Parce que vous avez un certain nombre d'entreprises qui peuvent dire « moi, j'ai telle technologie », mais avoir éprouvé cette technologie dans un événement de la taille des JO, c'est quelque chose d'assez inédit. Et donc là, on a vraiment, je pense, des cartes à jouer, mais jamais tout seul. Il faut aussi regarder le contexte local des prochains grands événements et des marchés qu'on vise. Grégory. Ouais, je suis très d'accord avec ce que dit Marie-Cécile. Ce que je pourrais ajouter, c'est que effectivement, il y a forcément des acteurs locaux et puis un avantage à être local. Donc moi, le retour d'expérience que je peux faire, c'est que effectivement, l'argument d'être français, ça ne compte pas. C'est pas un argument en soi. Par contre, notre proposition de valeur, c'est notre force. Et en fait, quand je disais tout à l'heure qu'on a beaucoup appris d'un tel événement Paris 2024, c'est que c'est venu enrichir notre solution et c'est venu enrichir nos équipes et que c'est ça qu'il faut mettre en avant. En fait, on a une proposition de valeur singulière et c'est sur la base de cette proposition de valeur qu'on peut gagner des deals. C'est-à-dire qu'on a des différenciateurs, on a des savoir-faire qui sont uniques grâce notamment à ce type d'événement. C'est ça qu'il faut les mettre en avant. Après, en complément de ça, je pense que sur ces marchés à l'étranger, il faut être présent très tôt et pas attendre qu'il y ait des appels d'offres qui sortent. C'est déjà trop tard en fait quand l'appel d'offres sort, de mon point de vue. Ma fibre entrepreneuriale me dit qu'il faut être présent. Il faut déjà connaître les gens, être dans le radar. Ouais, faut que notre proposition de valeur soit un minimum connue parce que si on a des éléments différenciateurs, une offre qui fait un certain nombre de choses, il faut que ce soit connu pour que ça rentre aussi dans les cahiers des charges parce que ça sera à notre avantage. Et donc, si on attend l'appel d'offres pour se positionner, ce sera entre guillemets trop tard. Ouais, peut-être un point en complément, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de mettre en relation les donneurs d'ordre, puisque l'entreprise est venue avec une solution, mais elle a été utilisée en fait par un COJO, par une municipalité, et c'est souvent très puissant de pouvoir expliquer comment, depuis le territoire, depuis la ville, on perçoit cette technologie et quels en sont les bénéfices et comment appréhender. Donc il y a un travail public-privé à construire avec les futures villes qui accueilleront des grands événements, avec les futurs donneurs d'ordre. Le travail du COJO n'est pas fini, maintenant il faut aller faire les VRP. Totalement, voilà. Il faut qu'ils nous aident à expliquer aussi comment ils ont utilisé les technologies pour aider aussi ceux qui vont avoir à gérer ces grands événements. Et on le voit avec la ville de Los Angeles, qui est venue pendant les JO, qui a énormément d'enjeux, qui sont surtout des enjeux de mobilité, qui sont des enjeux aujourd'hui d'avoir une ville qui est très... avec des sites qui seront très espacés, et donc savoir comment ils vont faire circuler les spectateurs entre les différents sites. Donc on voit que ce retour d'expérience, il est à la fois avec les entreprises, mais aussi avec les territoires. Et c'est aussi pour cela qu'il faut qu'on se projette sur Alpes 2030, sur les projets JO, pour que les différentes municipalités, les acteurs territoriaux, puissent dialoguer avec les entreprises qui leur apporteront des solutions et qu'il faut qu'on bâtisse ensemble, en fait, les prochains grands événements sportifs. Quand on a préparé cette émission, j'ai une découverte parce que ça me paraissait évident qu'une entreprise qui avait bossé pour les JO pouvait faire valoir cet état de fait à travers le monde. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas encore, en tout cas, communiquer sur sa participation en tant que prestataire des JO. Non, on peut pas utiliser le logo des Jeux Olympiques. Ça, c'est très durement surveillé et vous êtes sûr de... Tu me disais, si je publie le logo, je prends une lettre d'avocat. Ouais, assez rapidement. Ouais. T'as essayé? J'ai pas essayé. Des amis l'ont essayé. Non, c'est vraiment très, très strictement surveillé. Maintenant, on peut évidemment en parler par oral. C'est une belle référence de pouvoir dire que vous avez fait les JO. Moi, je reviens juste sur ta question précédente, parce que je me mettais à la place des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer concrètement de l'expérience qu'on leur apporte aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a deux types. Ça dépend vraiment de l'entreprise et de son offre de services ou de produits. Il y a un type d'entreprise qui ont des offres très, très spécifiques sur des marchés ultra niches. Par exemple, je pense à une entreprise comme Cryo Control, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Tu peux repitcher en une phrase. Eux, ils font les bains froids des athlètes dans ce genre de grands événements. Ils sont capables de faire très rapidement des bains froids, un très bon coup. Bon.
ils n'ont pas tellement d'équivalent. C'est ultra niche comme métier, évidemment. Et eux, ils vont être capables d'aller se positionner sur l'appel d'offres bain froid et de battre tout le monde sur le prix et la qualité. Le rapport qualité-prix sera excellent. Il n'y a pas de Il n'y sujet. a pas Ouais. vraiment de concurrents. Bon. Et donc lui, dès maintenant, il est en ce moment en train de faire le tour aux États-Unis des décideurs, voir comment l'appel d'offres va être écrit, essayer de faire en sorte de pouvoir être dedans et probablement il le gagnera. Donc ça, c'est un cas vraiment très spécifique sur des petits points niches où vous savez que vous n'avez pas de concurrence. Donc il y a ces entrepreneurs-là Voilà. et il y a les autres. Et après, il y a ceux qui ont une offre technologique ou non, mais qui a une certaine valeur ajoutée et qui va nécessiter, quoi qu'il arrive, d'avoir un partenaire local. On a du mal à imaginer que l'Amérique de Trump va ouvrir ses portes aux entreprises internationales. Et c'est normal, de la même manière que la France a essayé de favoriser les entreprises françaises et qu'à Londres, ils avaient été encore meilleurs, je crois, parce que le taux d'entreprises anglaises qui avaient travaillé pour les JO de Londres était colossal. Donc aux États-Unis, ça va se passer comme ça, mais quand vous avez une technologie différenciante, vous pouvez trouver des très bons partenariats, et c'est ça qu'il faut faire maintenant pour être présent pour les JO à Los Angeles. Dès maintenant, il faut ouvrir des partenariats avec des entreprises qui ont un intérêt à vous importer et qui vont faire toute la partie commerciale. Je reste sur Natural Grass pour le coup. C'est quel type de partenariat que vous allez chercher? Donc nous, on cherche des entreprises qui sont déjà dans le domaine du sport, qui construisent ou entretiennent des pelouses de stades, alors de stades de football américain, de baseball, mais qui n'ont pas de technologie. Qui n'ont pas notamment de pelouse hybride, parce que c'est pas encore très développé aux États-Unis. C'est pas encore une obligation là-bas. Pas encore une obligation. Ça va arriver avec la Coupe du Monde de foot. Donc petit à petit, ça va se développer. Et donc nous, on cherche ce type d'entreprises qui ont déjà un gros savoir-faire, des clients, et on est en cours de discussion pour nouer des partenariats. Je reste sur cette notion de grands événements versus des stades avec des responsables de stade, par exemple, qui, eux, a priori, restent inchangés. À chaque fois, c'est des nouveaux décideurs. Donc, comment on les identifie? Moi, j'ai cru comprendre notamment sur des grandes coupes africaines, pardon, qu'à chaque fois, tu sais pas forcément qui va être en charge de l'appel d'offres. Donc, comment on identifie les différents acteurs? Est-ce qu'il y a des entreprises, des solutions comme Business France pour y arriver? Et comment, par contre, potentiellement, un acteur, lui, va passer d'un donneur d'ordre à un autre? Je commence avec toi, Marie-Cécile. Business France, c'est vraiment notre travail, de travailler la connaissance des marchés pour permettre aux entreprises françaises de bien identifier les opportunités, éventuellement trouver des distributeurs, connaître les donneurs d'ordre. Donc sur le sport, on a un certain nombre d'événements qui permettent de mettre en relation les donneurs d'ordre et les entreprises françaises. Le prochain, ce sera le 18 juin. On a les rencontres internationales des grands événements sportifs et on fait venir un certain nombre de donneurs d'ordre marocains, Arabie Saoudite notamment, américains, pour parler de leurs prochains grands événements. Et qui enchaînera directement avec Sport Définition. Totalement connecté avec Sport Définition. C'est pour ça qu'on s'est collé pour faire 2 jours dédiés au sport et à l'international, Business France et BPI. Donc oui, c'est notre travail d'identifier les décideurs, de faire des séquences d'informations pour les entreprises. On fait des webinaires de présentation des marchés, que ce soit le marché africain, Arabie Saoudite, sur les marchés sur lesquels il y aura de grands événements. Et ensuite, il faut amener les entreprises sur ces marchés. Donc, on a des missions qui sont des missions French Sport Days, de façon régulière, sur les marchés les plus prometteurs. Donc, très clairement, on a besoin d'amener les entreprises le plus tôt possible et dans la durée. Il ne faut pas croire que c'est un moment de l'événement et en une seule fois qu'on pourra décrocher le marché. Donc, il y a vraiment une connaissance des acteurs et un travail de relations de long terme qu'il faut faire. Je reste, pardon, et je te laisserai rebondir, mais les JO à LA, c'est quelque chose qui se travaille dans les relations déjà à Paris. Oui, alors on les a travaillés en amont, c'est-à-dire qu'on avait reçu, moi j'avais reçu la maire de Los Angeles, on avait reçu Los Angeles Hotel Association, un certain nombre d'acteurs, notamment du métro de Los Angeles, avant les JO, on les a reçus pendant les JO. Moi je suis allée en novembre
à Los Angeles à l'occasion d'un salon sur les mobilités pour continuer à porter l'offre d'entreprises françaises dans ce domaine-là. Parce qu'on me dit entreprise du sport, mais il faut bien voir que les grands événements et les événements sportifs, ça inclut bien plus large que le sport stricto sensu. Tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est entertainment, tout ce qui est sécurité doit être inclus en fait dans l'offre France. Et pour revenir aux entreprises qui ont servi pendant les JO, c'est vrai qu'elles ont été obligées de travailler sous marque blanche. Donc on a aujourd'hui envie, nous, de projeter ces entreprises à l'international. Elles peuvent toutes se rapprocher de Business France pour qu'on puisse faire avec elles un diagnostic de ce qu'elles peuvent viser comme marché, comme contrat, et comment on peut les amener, tout en respectant effectivement les règles en termes de communication extérieure. Mais la communication extérieure n'empêche pas d'être en interne ou dans les approches des donneurs d'ordre portées par le fait qu'on a cette expérience JO. J'imagine que les diagnostics sont effectivement très spécifiques à chaque entreprise, mais on va essayer dans quelques instants là, de partager quand même les grandes opportunités de marché vers lesquelles on pourrait se tourner. Grégory, je reste avec toi sur la manière dont vous avez utilisé les JO là, pour commencer à rayonner un peu partout, et notamment sur les grands événements internationaux qui viennent sur les prochaines années. Un des ROI d'avoir fait les JO de Paris, c'est qu'il y a énormément d'équipes, du COJO, de prestataires, etc., des centaines de personnes qui ont utilisé nos solutions tout l'été dernier, et qui sont maintenant partis vers de nouvelles aventures partout dans le monde, chez des organisateurs d'événements, dans des agences, dans des clubs, dans des stades, etc. Donc c'est devenu tous, comme ça s'est très bien passé, des ambassadeurs et des prescripteurs. Donc ça c'est le premier retour, et ça permet aussi d'identifier assez vite des contacts chez différentes organisations dans différents pays. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement se greffer sur les pays qui vont avoir des GESI, parce que c'est à travers les GESI grands événements sportifs internationaux. Tu as raison de préciser, parce que c'est ce qui amène des projets structurants dans ces différents pays, qui créent des opportunités business. On voit en France avec la Coupe du Monde de rugby et puis les JO, ça a créé un énorme appel d'air pour des opportunités, en ce qui nous concerne, de changement de contrôle d'accès dans tous les stades. Donc on vise d'abord ces pays-là parce que les GESI sont structurants. Donc pour nous, c'est le Moyen-Orient à travers l'Arabie Saoudite, comme on parlait, 15 projets de stades dans les 3 ans de construction et rénovation. Il y en a 34 sur la plaque Moyen-Orient. Il y a l'Afrique, évidemment, qui est un continent en forte croissance, et puis le Maroc, notamment, qui va accueillir des très grands événements. Et puis après, le reste de l'Europe, on en parlait tout à l'heure, mais on veut évidemment continuer à aller essayer de conquérir nos voisins, les pays francophones en particulier, mais il y a de vraies opportunités en Europe également. Bertrand, Non, j'aime bien le mot conquérir nos voisins. En toute fraternité. Ouais, en toute fraternité. Non, moi, encore une fois, pour essayer d'être pragmatique, parce que j'imagine que c'est surtout des entrepreneurs qui vont nous écouter. Moi, déjà, la première chose, c'est que je pense que les entrepreneurs doivent faire attention à ne pas se disperser à l'export, et notamment au salon. En permanence, on est sollicité pour aller à des salons internationaux, exposer notre savoir-faire, prendre un stand, ça coûte une fortune. Et il y a beaucoup de pays où dans ces salons, il n'y a absolument aucun décideur, et vous vous retrouvez juste avec vos concurrents. Donc nous, on ne fait plus du tout ce type ou très rarement, ce type de salons internationaux. Et de manière générale, on essaye d'éviter d'avoir une stratégie qui soit de montrer notre offre et puis d'attendre qu'on vienne nous chercher. Parce que ça arrive quasiment jamais, en fait. Donc on a une stratégie qui est beaucoup plus directe. Et notamment, il y a une chose qui est très importante, c'est d'arriver à trouver les bons contacts. Et donc c'est en général, un bon contact, vous pouvez le toucher à 3-4 personnes interposées maximum. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à dérouler la plateforme. Je connais un tel qui connaît un tel. Je rencontre un tel qui connaît un tel qui va me présenter la bonne personne. C'est 3 ou 4. Ouais, il paraît qu'avec quand même aujourd'hui Internet, on n'est pas très loin de deux. Exactement. Et donc on est capable, en utilisant les réseaux sociaux, en cartographiant bien le pays où vous allez pour bien comprendre qui sont les décideurs, d'avoir des approches beaucoup plus directes. Et ça, c'est possible uniquement quand vous avez une offre qui est
suffisamment bonne pour quand même que ça interpelle l'interlocuteur. Donc moi, je recommande plutôt d'être malin et finalement de ne pas dépenser trop d'argent à l'export sur une espèce de démonstration. visibilité seule. Ouais. Et par contre, d'utiliser l'argent à aller rencontrer des gens. Et donc, c'est très intéressant, en revanche, de faire des voyages, d'essayer d'aller dans une capitale, d'y rencontrer des gens qui sont dans le business, qui sont dans le sport. Moi, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont dans une petite bulle. Ils ont leur entreprise, leurs produits. Les petits salons, on les déplace à droite à gauche et ils oublient que avant tout le business C'est des gens c'est des rencontres, c'est des gens et des décideurs. des discussions, c'est des coups de chance qu'il faut saisir. Voilà. Et il nous manque peut-être un peu cette culture en France, on l'a dit tout début, du voyage. On est face à des concurrents anglo-saxons qui, eux, ont fait tous des gap years au milieu de leurs études, qui sont partis voyager et qui, en plus, ont la facilité de la langue, donc qui sont très bons dans la prise de contact et il faut qu'on fasse la même chose. Tu me disais d'ailleurs, et Marie-Cécile, je vois que vous voulez réagir, tu me disais d'ailleurs quand on préparait cet échange que l'IA allait peut-être permettre c'est certain. de changer Ça en va partie la donne. Ça va faire s'effondrer des coûts qui, aujourd'hui, pour les entrepreneurs français, sont importants en traduction et en capacité d'échange direct avec vos interlocuteurs. C'est vrai que là, pour l'instant, pour l'écrit, ça y est, c'est là. Et demain, pour l'oral... L'oral, on n'est pas loin. Dans 1 ou 2 ans, ça sera là. Et on va pouvoir communiquer dans notre langue maternelle avec, je ne sais pas, un Chinois qui, lui, entendra dans sa langue maternelle. Et ça va vraiment changer la donne pour les entrepreneurs dans leur capacité à créer ces échanges. Marie-Cécile, promis, je vous donne la parole dans un instant parce que vous vouliez rebondir sur ce que disait Bertrand. Simplement, Grégory, t'évoquais notamment en Arabie Saoudite la création de 15 stades nouveaux. Est-ce que c'est typiquement le genre d'opportunité où des boîtes comme vous, Orange, mais Natural Grass, peuvent bosser ensemble justement pour s'échanger le bon contact au bon moment, faire la passe D? Clairement, ouais, je pense qu'il y a un levier collectif majeur et peut-être qu'on n'échange pas assez. Oui, j'essaie pas de vous mettre dans un corner. On est déjà dans un collectif. Ouais, il y a des points de rencontre à travers ce que fait Business France, la BPI, etc. Mais aussi, on se connaît, on est dans un microcosme. Mais c'est vrai qu'on a tout intérêt à partager les opportunités, les contacts clés. C'est évident. Notamment parce qu'on n'est pas concurrents en plus. Oui, complètement, mais on le fait assez. Avec d'autres entreprises, c'est vrai que j'étais content de rencontrer Grégory dans le cadre de cette émission et de voir qu'il fait de l'intrapreneuriat, puisque en fait, il est sur une niche dans le géant qui est Orange. Et donc, on aurait peut-être moins naturellement pensé à aller vers lui. Maintenant, on est dans un collectif qui s'appelle le GIE, donc Groupement d'intérêt économique sport France Expertise, c'est ça le nom exact, hein. Ouais, et où on travaille déjà à plusieurs. Donc, par exemple, moi, j'ai fait pour la Coupe du Monde de rugby au Japon, j'ai travaillé avec GL Events et on a fait un stade en commun. Donc, eux, ils ont fait les tribunes, nous, la pelouse. Je travaille avec une entreprise qui s'appelle Metalu, qui fait les poteaux autour des stades, les buts, etc. Et donc, Metalu, on travaille déjà ensemble au Maroc, en Algérie, enfin, dans énormément de pays. Donc, il y a quand même... Les Français savent jouer collectif quand il faut. Marie-Cécile, pardon. Oui, je voulais continuer sur les conseils pragmatiques donnés par Bertrand. D'abord, se faire connaître. Business France a mis en place une marketplace sport qui est gratuite, qui permet aux entreprises de présenter leurs produits et de présenter aussi leur site internet et de pouvoir entrer. C'est une marketplace B2B, c'est pas du tout du B2C. Et c'est déjà le premier pas pour aller à l'international, réussir à se faire connaître, ce qui implique
de bien penser son offre vis-à-vis de l'international, parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes encore pour aller à l'international, parce qu'elles n'ont pas pensé comment présenter leurs produits. Parce qu'on ne présente pas de la même manière. Il faut déjà avoir des plaquettes en anglais, il faut une plaquette adapter, multilingue, mais c'est tout basique. Mais malheureusement, quelquefois, c'est ce qui n'est pas encore développé. Et sur l'approche très pragmatique, c'est vrai que le collectif est essentiel. Nous, on monte des délégations, des French Sport Days, comme je l'évoquais, et on voit qu'il y a des interactions, en fait, rien qu'au sein d'une délégation. Et on a monté pendant les JO 39 séquences qui s'appelaient France Terre de Champions, où on a emmené des entreprises au contact des maisons olympiques pour se présenter. Et il y a eu une dynamique, en fait, d'entreprises françaises entre elles. Ouais. Donc ce collectif, effectivement, Sport Expertise est excellent parce qu'il permet de décrypter, de porter à l'international les membres du GIE. On va encore plus loin, puisque dans certains pays, on a des clubs sport. On va bientôt lancer celui de l'Arabie Saoudite pour que les entreprises, entre elles, puissent se faire la courte échelle. Parce que là, il y a vraiment, effectivement, le besoin de permettre à une entreprise d'un secteur lambda d'entrer en contact grâce à celui qui a pu avoir le contact lui-même, notamment avec le soutien de l'ambassade, de Business France localement, des services de l'État. Donc, c'est essentiel d'aller en collectif parce que la connaissance des donneurs d'ordre est essentielle. Il ne faut pas se disperser effectivement géographiquement. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de marchés phares sur lesquels il faut absolument être. Attends, on les liste rapidement. On voit bien les États-Unis à la fois parce qu'il y a les Coupes du Monde qui arrivent, les JO, le Moyen-Orient, le Maroc, mais il ne faut pas non plus négliger certains pays qui vont avoir des événements qui sont peut-être pas aussi forts que les JO ou qui sont en besoin de développement de leurs infrastructures. Le Sénégal, là aussi, par exemple, c'est une niche, mais on voit l'Indonésie qui veut développer tout ce qui est sport équestre, et sur lequel nous, on saisit l'opportunité pour projeter la filière équestre, parce qu'on l'accompagne sur les pays du Golfe depuis quelques années. Et donc, quand on voit une opportunité, ce collectif, en fait, qui s'est créé sur un marché cible, a la capacité de décrocher un peu de temps pour aller répondre à une demande, et une demande aussi qu'il faut structurer. C'est-à-dire qu'on a besoin, sur certains pays qui sont émergents, d'avoir une offre un peu packagée pour présenter en fait des solutions. On a un certain nombre de pays qui sont en demande de solutions. Des solutions qui sont d'infrastructures, mais je voudrais aussi dire des solutions qui sont aussi de formation. Il faut absolument voir cet aspect de la formation initiale ou formation des équipes sportives qui implique ensuite l'utilisation de différentes technologies et des équipements français. Si vous avez dans un centre d'entraînement quelqu'un qui a été formé en France sur un certain nombre d'équipements, c'est plus facile ensuite de les acquérir dans le pays. Donc on doit vraiment travailler ce côté formation, maintenance, accompagner en fait les pays qui achètent des technologies ou des équipements dans la maintenance permet aussi quelquefois d'être plus compétitif. On peut être en difficulté en termes de prix par rapport à d'autres fournisseurs, mais qui vont livrer la machine, point barre. Donc nous, on a aussi cette capacité d'accompagner le porteur du projet avec des conseils, avec de la maintenance, avec du capacity building. Et je pense que les entreprises françaises doivent aussi considérer cet aspect-là, et elles seront aidées sur certains marchés par les institutions françaises, notamment l'Agence française de développement, qui en matière de sport a vraiment un projet très très abouti sur l'Afrique, et donc qui permet d'être en complément avec les entreprises françaises qui peuvent apporter leur technologie. Et dernier élément, puisque les meneurs, c'est des clubs qui sont aussi implantés dans les territoires, moi je crois beaucoup à la coopération de territoire à territoire. Donc il faut aussi que les entreprises mobilisent leurs propres collectivités, les acteurs locaux, pour voir qu'est-ce qu'eux peuvent aussi apporter pour les soutenir dans la coopération qu'ils peuvent nouer avec un certain nombre de pays. On le voit entre... Ils le font.
Je pense qu'ils le font, mais ils pourraient faire encore plus. Je pense qu'on pourrait mobiliser encore davantage des maires, des présidents d'agglo qui se déplacent à l'international parce qu'ils ont des coopérations décentralisées et qui pourraient emmener dans leur bagage, en fait, des acteurs du sport pour que ensuite ces acteurs-là puissent nouer des relations économiques. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que l'export, c'est faire du business. C'est créer des liens avec des clients et leur vendre quelque chose. Et que dès qu'on se met à avoir trop d'acteurs publics qui rentrent là-dedans, ça devient vite plus du business, mais de la politique. Et en fait, moi, quand je vois les régions qui emmènent les entreprises à l'export, je me demande à quoi ils servent, en fait, très sincèrement. J'ai participé à 2-3 événements comme ça organisés par soit des régions, soit l'AFD, soit... Et moi, je pense que l'État sort vraiment de son rôle quand ils sont trop dans une logique de chercher à faire du business aux entreprises. C'est bien qu'il y ait un soutien minimum des entreprises, mais en fait, c'est aux entreprises elles-mêmes de comprendre leur marché et d'aller pénétrer ce marché par eux-mêmes. Et c'est les entrepreneurs qui vont vraiment savoir le faire bien parce qu'ils sont capables de faire du sur-mesure, ils sont capables... Alors que dès qu'une institution publique rentre là-dedans, fait l'intermédiaire, et ben forcément, ça devient... comment dire, très, très généraliste et, avec beaucoup de perte de temps. Est-ce que je peux résumer, peut-être nuancer la réflexion en disant que c'est évidemment pas les élus qui sauront bien vendre la solution, mais que ce type de délégation peut être la passe D qui crée le contact pour l'entrepreneur qui l'a pas? Non, moi je pense qu'on perd beaucoup de temps dans ces délégations. Donc sincèrement, si je devais donner un conseil un peu pragmatique aux entrepreneurs, c'est d'aller... d'être opportuniste au maximum. Bien sûr que s'ils sont invités à un déplacement du Premier ministre ou du Président dans un pays qui est un pays cible, il faut qu'ils y aillent. C'est un moyen exceptionnel. Dans les délégations présidentielles, on entend souvent des entreprises qui ont signé des contrats records ou des promesses de contrats. En fait, ça n'existe pas vraiment. Okay. Pour en avoir fait quelques-unes, les contrats, ils ne sont pas signés dans ce cadre-là. C'est un peu le show, ça. Mais en revanche, vous créez des contacts d'abord avec les entreprises françaises qui y vont, ce que tu disais tout à l'heure, et ça a vraiment beaucoup de valeur. Je crois beaucoup plus à ça, finalement. Mais en revanche, sur place, vous êtes accueillis dans un environnement qui est complètement artificiel. Tu vois, on est baladé à droite, à gauche, on suit la délégation, c'est très généraliste et on ne fait pas vraiment... Oui, ce n'est pas des rendez-vous one-to-one. On ne fait pas vraiment de business dans ces situations-là. Non, ce qui est certain, c'est qu'il faut séparer les moments de déplacement officiel et les capacités pour les entrepreneurs de rencontrer leurs distributeurs, leurs partenaires potentiels. Et une visite officielle ne rendra jamais compétitive une offre si elle ne l'est pas, s'il n'y a pas un marché. Par contre, ce qu'on peut voir quand même sur un certain nombre de marchés qui ne sont peut-être pas solvables, c'est-à-dire que si on oriente aussi des financements pour développer des stades, comme peut faire l'AFD, derrière ces stades, ils auront à la fois la capacité d'émerger, mais surtout avec des normes et des cahiers des charges qui seront... peut-être un peu plus respectueux de l'environnement, de la durabilité des matériaux, qui feront que ce ne seront pas nécessairement des équipements chinois ou autres qui viendront. Donc, pour essayer... L'AFD, malheureusement, ne fait pas ça. Mais moi, je les ai vus en Afrique beaucoup, l'AFD, et je suis désolé d'apporter la contradiction, mais je suis dans une quinzaine de pays. En Afrique, en plus de ça, on est dans 7 pays. Et donc l'AFD, ça n'a jamais été pour nous un support, et ni pour aucune des boîtes que je connais du collectif. Moi, je pense que l'AFD a ses propres objectifs, et d'ailleurs, ça leur arrive sur certains marchés d'acheter chinois et pas français. Enfin, il faut le dire quand même, parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent public comme ça qui est canalisé par l'AFD sur des projets, et ensuite, ces projets... ça peut être un Chinois en fait qui va faire le travail. Donc
Moi, vous avez certainement trouvé que je suis beaucoup trop libéral, mais à mon avis, il faut que chacun reste à sa place. Les entreprises, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin finalement de pouvoir aller à l'export sans être entravées par tout ce qui nous entrave aujourd'hui, depuis les normes, le coût de nos salariés qui est colossal, les taxes, etc. Et puis les pouvoirs publics, on a besoin qu'ils sécurisent un certain nombre de choses. Par exemple, les échanges monétaires, le juridique, tout ça, c'est très important. On a besoin d'être soutenu, mais je pense qu'on n'a pas besoin qu'ils nous emmènent faire des rendez-vous avec nos clients. Et sincèrement, moi, je suis entrepreneur depuis 15 ans, j'ai jamais eu un seul deal qui est sorti de ça. À mon avis, ça n'existe pas ou très peu. Ouais. Grégory, je te Ouais, je voyais voulais réagir prendre la sur ce parole. que Ouais. dit Bertrand, parce que je suis assez d'accord. En fait, quand on a la fibre entrepreneuriale, on attend peu des autres, finalement. Ce qu'on veut, c'est pas être entravé. Et je trouve qu'on attend toujours trop de la puissance publique en France. Et que ce qu'on demande, nous, qu'on porte une offre en mode intrapreneur ou entrepreneur, je l'ai été aussi, c'est qu'on ne mette pas de barrière et qu'on ne fasse pas courir avec un sac lesté de 50 kilos et d'avoir des contraintes. Donc, on a besoin d'être compétitif. On a beaucoup trop de charges. Nos coûts sont trop élevés. Si on veut être compétitif à l'international, il faut libérer les énergies, en fait. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Marie-Cécile, Je comprends les contraintes qui sont sur celles des entreprises françaises, parce que nous, on le voit, et dans la compétition internationale, c'est vrai que quelquefois, il faut réussir à compenser par de la compétitivité hors coût par rapport à... On ne joue pas avec les mêmes règles. Voilà, on ne joue pas. Mais je dirais que dans l'environnement international actuel, et si on veut que les entreprises se projettent dans les 4 ou 5 années qui viennent, c'est dans les conditions aujourd'hui de compétitivité française qu'il faut le faire. Et on voit que finalement, malgré ces contraintes, on s'en sort quand même plutôt bien. On a un certain nombre de champions. J'entends les critiques sur l'AFD, mais c'est aussi pour ça que le dernier conseil présidentiel sur les partenariats internationaux a donné de nouvelles orientations pour que Business France puisse aussi travailler avec l'AFD pour avoir des marchés en fait qui soient pris avec un prisme beaucoup plus français, défense des intérêts français. Donc là, on va travailler à essayer de corriger ce qui peut être perçu comme quelquefois peut-être une concurrence déloyale ou un manque de soutien. Après, je comprends aussi, bien sûr, l'envie des entrepreneurs de travailler entre entrepreneurs, mais on le voit aussi pour ceux qui ne sont pas encore aguerris à l'international, peut-être un peu moins aguerris que Natural Grâce, avoir des portes qui s'ouvrent parce que ça permet de rencontrer des entrepreneurs. Et puis aussi la première marche peut être plus facile. Ça peut aussi aider. Et puis aussi, il faut bien voir qu'il y a un travail très fort qu'il faut faire collectivement sur tout ce qui est normes. On le voit bien. On évoquait tout à l'heure la question de la norme FIFA sur les stades, la question de quelles sont les normes qui sont mises dans les appels d'offres pour s'assurer finalement que ce soit ou une concurrence loyale ou des standards élevés qui permettent à notre offre d'être présente. On évoquait les niveaux de technologie aujourd'hui, les contraintes éventuellement réglementaires sur la reconnaissance faciale ou autre. Tout ce qui va déterminer les appels d'offres, les normes, c'est aussi un travail de la diplomatie que le GIE fait. Claude Revel est une grande défenseuse des normes et de la question réglementaire. Donc on a un travail collectif à faire pour que l'environnement des futurs appels d'offres, des futurs grands événements puisse prendre en considération un certain nombre de critères qui pourraient nous permettre de nous positionner. C'est pas simple. On a été aussi très challengé sur le côté environnemental. Dans quelle mesure faut-il pousser la sobriété, la durabilité versus l'efficacité. Donc, on a vu pendant nos propres JO des questions qui sont posées en fait sur ces questions de normes ou d'ambition environnementale. Donc, on a collectivement, je pense, un travail à faire à la fois pour pousser nos entreprises à l'international, les accompagner en collectif.
on ne remplacera pas, et ça n'a jamais été, je pense, l'ambition de qui que ce soit de signer ou de faire les contrats à la place des entreprises. Ça, c'est clair. Personne ne peut remplacer les entreprises. Mais il y a quand même un environnement sur lequel on peut quand même espérer les aider. Et en tout cas, essayer de faire le maximum pour ne pas les entraver surtout. Je vois le temps qui file. Je te Moi, juste pour propose... préciser mon propos et essayer de finir sur une note positive, je pense que quand on regarde les entreprises françaises, en effet, il y a un certain nombre de succès. Il faut bien avoir en tête qu'ils ont dans leur sac, j'aime bien l'image que tu as prise, beaucoup de choses. Ils ont les 35 heures qui réduit la quantité de travail. Ils ont les charges qui font que y a une baisse de la compétitivité énorme. Ils ont les taxes. Ils ont la folie bureaucratique française, les normes environnementales qui viennent de plus en plus folles, etc. Ils ont tout ça dans leur sac et pourtant... un certain nombre d'entre eux arrivent à être compétitifs et à gagner des marchés. Donc je pense que si on arrivait à faire en sorte que leur sac soit moins lourd, ils pourraient aller encore plus loin. Ils pourraient, on a quand même, ça veut dire que c'est la preuve qu'on a quand même un génie français. On a des choses à faire valoir. Et si on allégeait leur sac, eh bien, à mon avis, on pourrait avoir un retour de la prospérité en France, parce que c'est un peu ça qui est notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de croissance, on a une balance commerciale qui s'effondre, et on a besoin de ces entrepreneurs qui aillent à la conquête de nouveaux marchés. Et pour ça, c'est pour ça que je me suis permis de faire une remarque, il y a un moment aussi, il faut que l'État s'affine, fasse une petite cure de réduction de ses coûts. On aura quelques annonces en juillet, mais on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive à un niveau où voilà, le sac il est de plus en plus lourd et mécaniquement, il va être de plus en plus lourd, on le sait. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y ait une transformation si on veut retrouver de la croissance. Et super transition pour transformer l'essai qui était dans l'introduction. On va avoir d'autres grands événements en France. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'encore mieux que les JO, entre ce qu'on a appris, comment on capitalise encore demain, et mieux, et plus fort, au-delà du sac, sur les prochains events internationaux qui se tiendront dans l'Hexagone? Alors, le prochain grand événement, ça sera Alpes 2030. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, il me semble, c'est réussir à faire monter en puissance l'envie de ces JO plus tôt. Ouais, avant. Parce que là, on a vu sur nos propres JO qui ont été un très grand succès. On a quand même eu une... Tout le monde voulait quitter Paris. Après, tout le monde était déçu de ne pas y être. La joie était tardive. Voilà, une mécanique qui s'est mise en place un peu plus tard. Et donc, si on veut de l'héritage, y compris pour ces JO qui peuvent être très intéressants pour le développement territorial, la question de la montagne, du plein air, c'est pas sur la séquence des JO, c'est très en amont pour pouvoir construire très longtemps après. Donc je pense que l'anticipation et tirer très vite les leçons de ce qu'on a pu faire de bien sur 2024, commencer à préparer les entreprises, réfléchir aux transformations que cela peut permettre pour tous ceux qui seront impliqués. Donc c'est cette anticipation, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à bâtir. Donc il faut déjà penser, moi je pense, Alpes 2030, en tout cas pour la France. Après pour l'international, on pourra peut-être y revenir, mais je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Grégory. Oui, de la même façon que Marie-Cécile, je pense que le narratif en amont, il doit être meilleur. Et puis, on doit réussir à embarquer tout le monde dès le début, parce que là, c'était très tardif, voire trop tard pour certains. Et c'était quand même chouette à vivre. Et puis, je dirais, en lien avec ce qu'on se disait là sur le fait de libérer les énergies, nous, il y a des innovations qu'on essaie d'amener en France parce qu'on est prêt, comme l'authentification faciale. Moi, je dis authentification faciale parce qu'il y a une subtilité technique, mais on ne stocke pas de données personnelles dans cette histoire, mais on ne peut pas le faire. Et tu crées une clé qui... On crée une clé comme un mot de passe et on compare ces deux clés. À partir de cette clé, on ne peut pas retrouver le visage de la personne, donc on ne stocke pas de données personnelles. Et ça, on est entravé, justement, par en l'occurrence, c'est la dogmes. CNIL. Là, pour le coup,
c'est plutôt la CNIL, ouais, mais c'est le genre de choses qu'il faut libérer parce qu'il y a des vrais usages. Alors, sans parler encore du grand public. On explique en 2 mots, parce que je Ouais. vois vraiment le temps qui file, donc en 10 secondes. Ouais. Le sujet, c'est que ça permet d'accélérer les fils, d'accélérer les flux. Ouais, et puis tout de en s'assurer que la sécurisant. personne qui porte le titre, que ce soit une accréditation Mhm. ou un billet, est bien la personne qui est censée la porter. Et c'est un enjeu de sécurité aussi pour les accrédités. Déjà, si on pouvait commencer par là, c'est-à-dire tous les staffs qui bossent sur un événement dans les coulisses, et qui sont très importants, qu'ils soient bénévoles ou non, en fait, pouvoir s'assurer que la personne qui porte l'accréditation, parce qu'il y a beaucoup maintenant de fraude à l'accréd, il y a des fraudes au billet, maintenant il y a de la fraude à l'accréditation. Si on pouvait s'assurer que c'est la bonne personne, et en plus fluidifier l'expérience de scan au passage, c'est le genre d'innovation nous, on est prêt à déployer, mais pour lesquelles on est entravé. Bertrand? Moi, je pense que c'était un grand succès, les JO à Paris, évidemment. On peut se poser la question de savoir si le fait qu'on n'ait pas de gouvernement juste avant, ça n'a pas un peu aidé. Parce que finalement, les politiques ne pouvaient pas trop s'en mêler. Et on a laissé les gens qui étaient en charge dérouler. Et ils ont été exceptionnels. Et puis tous les bénévoles. Enfin, on a pu voir voilà, que la base était là. Et les Français ont adoré. Là, Alpes 2030, peut-être que si on veut créer le même engouement, il ne faut pas que ça soit un truc politique. Il ne faut pas que ce soit la guéguerre entre Lyon, Nice. Enfin, et ce que c'est un peu en train de devenir visiblement aujourd'hui. Il faut que les politiques sortent du truc, qu'ils essaient pas en permanence de récupérer des choses bien comme Alpes 2030 qui peuvent être un grand succès s'ils ne s'en mêlent pas finalement. Une réponse la plus nuancée, la plus courte possible. Est-ce que la France est attendue à l'international? Ce sera la dernière question tour de table. J'imagine que la réponse est non, pas complètement. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? La France a montré à travers les JO qu'elle était en capacité de délivrer. Moi, j'ai un certain nombre d'investisseurs étrangers dans d'autres domaines qui disent on a été très impressionnés par cette capacité de faire. On a montré des technologies. Donc, on ne sera jamais attendu puisque la concurrence est rude. Par contre, on saura répondre présent. Donc ça, c'est, je pense, le point essentiel. Donc aujourd'hui, il faut s'organiser collectivement, libérer les entraves, travailler en mode collectif, identifier les bons marchés et les bons décideurs pour pouvoir en fait capitaliser sur cet atout. Grégory, mot de la fin. De même, je ne pense pas qu'on soit attendu, pas du tout même. C'est-à-dire que les pays qui vont accueillir des GESI n'ont pas par essence besoin de nous, ils ont des entreprises locales, mais néanmoins, on a des vrais assets, on peut se rendre désirable, je pense que c'est un des enjeux, et surtout pas oublier nos fondamentaux, c'est-à-dire que nous, avec nos offres, on vient répondre à des problèmes, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, on a une vraie proposition de valeur, et c'est ça qu'il faut marteler, et tout en respectant, en étant humble, en respectant nos interlocuteurs, en trouvant les bons partenariats et les bons relais locaux, et c'est comme ça qu'on pourra gagner des deals. Bertrand Piccard. Moi, évidemment, on n'est pas attendu, mais en revanche, je pense qu'on est considéré et que les Français ont globalement une bonne image à l'étranger, et notamment dans le business. Et ça, c'est positif, il faut le maintenir, c'est un vrai bien commun à entretenir. Eh bien, merci d'avoir entretenu le débat, les échanges avec des contradictions et des nuances. Merci à vous trois. Merci à vous toutes et tous de nous suivre toujours plus nombreux et nombreux dans les causeries des meneurs. On se retrouve très bientôt dans une causerie ou à Sport Définition le 19 juin. Merci à tous et à tous.